c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je me suis dit, je me suis fait avoir. Le passage vers l'entrepreneuriat, il est beaucoup plus simple. Je suis rentrée vraiment en fait dans le feu de l'arène. Bien sûr, il y a des sacrifices. Que ça soit positif ou négatif ou un peu bizarre. Hello, welcome back. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube, Léna B Consulting, ou sur mon podcast Les Réflexions de Léna. Donc aujourd'hui, on est dans un setup carrément différent de ce que je fais d'habitude, mais je vous l'avais annoncé. Donc c'est le début de ma nouvelle série mensuelle Consultant Journey. Donc, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'ai évolué dans le secteur du conseil en tant que consultante chef de projet et je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos à quel point cette carrière a été déterminante pour beaucoup d'aspects de ma vie, notamment la création de cette chaîne et mes autres aventures entrepreneuriales. Et je trouve qu'en général, le secteur du conseil est assez méconnu dans la société en général. Dans certaines niches, on commence à connaître le secteur du consulting, mais il est assez méconnu. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir un espace dédié pour justement faire des partages d'expériences, inviter des consultants comme moi qui font partie de mon réseau, qui ont de l'expérience, qui sont compétents, qui vont vous parler un peu de ce secteur et comment ils sont tombés dans ce secteur. Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me contactent, qui me disent qu'ils sont intéressés, qu'ils voudraient démarrer dans le secteur du conseil, qui sont dans leurs études. Et je pense que cet espace sera le bon endroit où venir pour justement avoir toutes ces informations-là. Justement, on démarre aujourd'hui avec Joy, que nous avons l'honneur d'accueillir. Et Joy est une consultante chevronnée et qui a de l'expérience dans le digital. Et aujourd'hui, elle va nous parler un peu de son parcours, des défis qu'elle a rencontrés et à quel point cette carrière a influé sur les décisions qu'elle a prises dans le cadre de l'entrepreneuriat et sur son quotidien en général. Donc, elle va vraiment nous partager pas mal de pépites, d'informations intéressantes sur ce secteur-là. Donc, merci beaucoup Joy de te joindre à nous. Bonjour. Bonjour, merci Hélène. Merci de m'avoir invitée, d'être ta première invitée. Donc, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. Avec plaisir. Et justement, le fait qu'elle soit ma première invitée, c'est un peu un moment full circle parce que Joy et moi nous connaissons depuis des années. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et on se connaît depuis les études parce qu'on a fait notre master ensemble et on a un peu le même parcours académique. Donc, je pense que c'est intéressant qu'elle fasse également ce partage d'expérience parce qu'on est un peu des anomalies, elle et moi, dans le secteur du conseil parce qu'on n'a pas le parcours type. On a fait des licences en langue étrangère appliquées au commerce international. Donc, pour moi, c'était anglais-espagnol. Et pour toi, c'était anglais-chinois. Voilà. Et donc, on a fait notre master en management de projet. Et on a dû naviguer un peu un secteur qu'on ne connaissait pas. Et l'objectif, c'est justement d'apporter à des jeunes qui sont comme nous étions à l'époque, on ne connaissait pas du tout. Et peut-être qu'ils auront un peu un temps d'avance sur nous à l'époque. Donc, merci Joy encore. Franchement, je me réjouis de l'échange qu'on va avoir. Et écoute, on va démarrer. Donc, Joy, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous parler un peu de toi, ce que tu fais dans la vie et le titre exact de ton poste actuel. Ok. Donc, globalement, je suis consultante senior. Donc, je travaille depuis 8 ans dans ce secteur-là. J'ai fait principalement le secteur bancaire, donc c'est totalement un hasard, mais j'expliquerai pourquoi. Et mon domaine d'expertise, c'est la gestion de projets appliquée aux projets digitaux. Donc je travaille surtout à refondre des sites web, des applications mobiles, et je vais directement chez les clients pour apporter mon expertise. Très bien. Du coup, actuellement, tu es en cabinet, tu es salarié en cabinet ou tu travailles à ton compte ? Non, alors moi je suis salariée, donc j'ai commencé en étant salariée. Juste après mes études, en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un cabinet. Je ne travaille plus avec ce cabinet-là, je suis restée 1 an et ensuite j'ai enchaîné avec un autre cabinet donc, qui est venu me débaucher. Et ça fait maintenant 7 ans que je travaille avec le même cabinet et je suis toujours restée dans le salariat et pour l'instant, pour moi, ça me convient d'être salariée. Ok, très bien. Et de toute manière, étant donné que c'est un secteur où tu changes beaucoup de missions, finalement, tu n'as même pas vraiment le sentiment d'appartenir à un cabinet ou une entreprise parce que tu bouges beaucoup finalement. C'est ça, ouais. Mais on en reparlera. Et donc, du coup, on va revenir un peu sur ton parcours académique et en fait, comment tu t'es orientée
sur quelle base, justement, tu as décidé de faire ta licence, ton master. Et voilà, tu nous diras si, à l'époque où tu étudiais, tu t'attendais finalement à finir dans ce métier-là. Ouais. Alors, comme tu disais, c'est un parcours un peu atypique pour quelqu'un qui fait du consulting. Je me suis jamais dit, tiens, je veux faire consultante, parce que je ne savais même pas ce que c'était, je ne savais même pas que le métier existait. Donc moi, à la base, j'étais attirée par les langues. Je voulais avoir l'expérience de parler en anglais, de pouvoir me rapprocher avec différentes cultures. Et donc, j'ai choisi le cursus LEA, donc, qui nous permet à la fois de pouvoir étudier les langues, mais aussi d'avoir une application concrète via des domaines de l'entreprise. Donc, on a étudié plein de choses. On a fait de la compta, du marketing, de la communication, de la civilisation, donc c'était très large. Et donc, à la fin de la licence, je n'avais pas non plus d'idée de métier en tête. Et ça m'est venu vraiment très, très tard. Donc, jusqu'au master, je ne savais pas du tout quoi faire. Et j'ai trouvé un master négociation commerciale internationale, que tu connais bien, qui m'a permis de continuer sur cette même voie. Et est venu le choix du master 2, où j'ai choisi une spécialisation dans la gestion de projet. Toujours parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je savais que la gestion de projet, en tout cas, ça allait m'apporter quelque chose d'assez large pour pouvoir ensuite appliquer cette méthodologie de gestion de projet à n'importe quel environnement. Donc c'est comme ça que j'ai choisi mes études. Et ensuite, le consulting est venu un peu par hasard. Donc il faut savoir que j'ai fait mon stage de fin d'études en assurance. Donc ce n'était pas forcément prévu, mais j'ai eu une opportunité là-dedans. Ce n'est pas un secteur en fait que j'affectionnais, enfin, je n'avais pas forcément en tête de me lancer là-dedans. Mais je pense que dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Et donc, c'était une entreprise qui a quand même une bonne renommée. Tout à fait. Et je me suis dit, voilà, sur mon CV, en tout cas, c'est bien en tout cas, d'avoir cette première expérience avec un nom connu qui parle en fait aux recruteurs. Et donc, je me suis lancée là-dedans, dans un stage de 6 mois. Et à la fin du stage, j'ai décidé de commencer des recherches pour un emploi. Je savais que je ne voulais pas forcément m'enfermer dans un CDI avec une perspective d'évolution où je sais que j'allais rester pendant très longtemps sur le même poste. Donc ça me faisait peur en fait. Donc ça dépend vraiment des personnalités. Moi, c'était vraiment ma hantise en fait d'être enfermée dans un CDI pendant 10 ans. Bon, à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait couper les CDI. Enfin, j'avais vraiment une image très réductrice du CDI. Et en fait, il s'avérait que j'ai été contactée par plein de cabinets et SS2I. Donc la différence, c'est que les SS2I, c'est un peu plus opérationnel, ils sont plus dans la technique. Cabinet de conseil, ils ont plus une approche de conseil en fait. D'expertise, C'est ça, oui. On va apporter une vraie valeur ajoutée. Et donc j'ai été un peu surprise de voir que mon profil en fait attirait. Et donc, comment j'ai fait, c'est que j'ai juste mis mon CV en ligne, en fait. Et donc, j'ai remarqué que c'était toujours le même type d'entreprise qui me contactait. Donc, c'était les cabinets de conseil ou les SS2I. Voilà. Et c'est en faisant plusieurs entretiens que j'ai pu faire mon choix par la suite. Mais à la base, non, je n'avais pas du tout en tête de faire du consulting. Donc, je me suis un peu lancée comme ça. J'ai un peu suivi, en fait, les opportunités qui s'offraient à moi. Et maintenant, je suis très contente du choix que j'ai fait. Ouais, finalement, tu te dis, les choses sont bien goupillées. Et c'est vrai que quand je t'écoute, j'ai l'impression de m'entendre parce qu'on a vraiment un parcours similaire. Même au niveau des options, en master, on a fait la même chose. J'ai fait le master 1 en négociation commerciale internationale. J'ai déjà raconté et on est passé en management de projet. Et finalement, ça s'est fait naturellement. Mais le fait de finir avec le management de projet, ça a pas mal aidé. Parce qu'avec le recul, maintenant que je suis dans le secteur du conseil, je réalise que la gestion de projet, c'est finalement une niche qui est très recherchée, autant par les personnes qui sont en interne, qui étaient par exemple des techniciens, qui étaient vraiment des personnes qui sont plus techniques. Ils veulent évoluer vers justement de la gestion de projet et nous, on a eu la chance de démarrer dès le début avec la gestion de projet. Et moi, je réalise cette chance-là parce que finalement, même nous, nos cas, notre génération, elle est un peu coincée entre deux générations. On a les millennials qui arrivent en force. Du moins, nous, on est les millennials, donc nous sommes les millennials, donc on a les Gen Z qui arrivent en force. Et après, on a les boomers qui, eux, justement, étaient plus dans le modèle
classique de la carrière dans la même entreprise. Raison pour laquelle tu avais ces craintes-là, parce que toi, c'était le modèle que tu avais via les générations avant, les parents, etc. Donc forcément, pour toi, le CDI, ça rimait avec l'enfermement. Donc on est un peu sorti du schéma des générations avant. Et là, les choses évoluent et on aura l'occasion d'en parler. Une autre réaction également par rapport au parcours académique. En tout cas, à l'époque à laquelle on était, quand on faisait justement un parcours universitaire, parce que nous, on ne vient pas d'écoles, de grandes écoles, soit d'écoles de commerce, de grandes écoles, on vient vraiment de l'université. Et dans l'université, on n'a pas été encouragé à faire des stages, à mettre en pratique nos compétences. Donc moi, à mon souvenir, dans notre parcours, on avait un stage, je pense, qui était facultatif en licence. Et le vrai stage obligatoire qu'on a eu, finalement, c'était le stage de fin d'études. Donc, c'est vraiment à la fin qu'on a eu cette ouverture sur ce qu'on pouvait faire ou les choses qu'on ne pouvait pas faire. Donc, finalement, ça a été de la même manière la découverte, avoir déjà un stage pour valider son master et derrière, avoir un stage dans une grosse boîte qui pourrait justement un peu rehausser la valeur du CV. Donc, très bien. En tout cas, merci pour ce retour et cette ouverture-là. Je pense que ça permettra aux personnes qui sont justement en université d'avoir un peu plus de visibilité. Et quoique, maintenant, les choses ont évolué. Je pense que même quand je vois le master qu'on a fait, je vois qu'il y a des parcours alternants, qui font plus de stages. Donc, ils ont un peu plus d'ouverture par rapport à nous il y a quelques années. OK. Donc, les débuts dans le conseil. Justement, le sujet qui nous réunit, c'est ce secteur-là. Donc, tu me disais que tu ne connaissais pas vraiment les métiers du conseil au démarrage et qu'à travers finalement tes recherches d'emploi, tu as pu voir un peu la différence entre les SS2I, qui sont les ESN aujourd'hui, et le conseil. Et donc, du coup, quand tu as été contacté, finalement, tu as été chassé. Oui. Et le concept d'être chassé, est-ce que c'était un concept que tu connaissais à l'époque ? Pas du tout. En fait, moi, j'avais imaginé qu'on postulait à une annonce et qu'ensuite, on nous répondait oui ou non. Donc, c'était le seul cas que j'avais en tête. Et comme je disais, j'ai mis mon CV en ligne et j'ai été appelée, en fait, par des recruteurs. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, le processus de recrutement des cabinets. Et moi, ça m'a facilité la tâche, en fait, parce que sinon, j'allais me lancer dans des processus interminables. Et là, le fait que ce soit eux qui viennent me chercher et qui me disent « ton profil nous intéresse », en fait, ça m'a ouvert des portes que je n'aurais pas imaginées Oui, toi, tu ne serais pas partie toquer là-bas, parce que ce n'était pas un secteur que tu connaissais, donc tu allais aller postuler pour des postes internes. Alors que finalement, dans le conseil, on vient de chercher. Et moi, au début, je me disais « mais c'est bizarre ». Je me disais « est-ce que ce n'est pas un scam ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et finalement, dans le cadre du conseil, les postes peuvent être créés pour toi finalement. Si ton profil est intéressant, ils savent qu'ils vont pouvoir finalement te vendre à un client, ils vont pouvoir vendre ton profil, parce que finalement, c'est ce qu'ils font. On vend en consultant en quelque sorte ses compétences. Et finalement, donc c'est un peu le truc qui est un peu plus sur mesure que le modèle classique. Très bien. Et donc, du coup, quand tu as démarré sur quel poste ? Parce que tu étais consultante junior. Ouais. Maintenant, ça ne se dit plus trop, mais tu étais consultante junior. Et est-ce que, quand tu es arrivée en cabinet, est-ce que tu n'as pas eu un peu le syndrome de l'imposteur, à savoir comment je vais être vendue ? Oui, c'est ça. En fait, je pense que le statut de consultant, l'étiquette consultant, ça peut faire peur. Surtout quand on commence, parce qu'on se dit, en fait, je dois apporter une expertise, mais laquelle, puisque je débute. Donc, c'est le début qui est très, très compliqué. Moi, j'ai eu la chance d'être embauchée sur profil. Donc, il y a il y a deux cas possibles. Donc, soit on est embauché sur profil, et dans ce cas-là, on a une date de début qui est fixée, donc qu'on ait une mission en tête ou pas. Ou alors, on est embauché sur mission, et dans ce cas-là, le cabinet nous a déjà trouvé le client pour lequel on va travailler. Et dans ce cas-là, il est assuré qu'on démarre tout de suite. Donc, ça dépend. Moi, j'étais embauchée sur profil, donc j'ai eu le temps en fait de rencontrer les équipes, d'être intégrée, qu'on m'explique le fonctionnement, de aussi participer à des missions en shadow. Donc en fait, le principe, c'est que j'assiste à des missions sur lesquelles je ne suis pas, moi, staffée, mais je peux voir en fait comment les autres consultants qui sont plus seniors travaillent et donc comprendre en fait leur mode de fonctionnement. Donc, c'est comme ça que j'étais onboardée. Je pense que c'est parfait, en fait, pour commencer. Ouais, c'est le plus soft. C'est ça, ouais. Et ensuite, sur le type de mission qu'on m'a trouvé au début, c'était des missions de PMO.
Donc en fait, c'est la gestion de projet, mais on n'est pas chef de projet. Donc ce n'est pas un projet qui va dépendre, l'avancement du projet ne dépend pas de nous. On est là pour monitorer que le projet avance bien, demander aux différents contributeurs. Petite parenthèse, monitorer, suivre, on aime beaucoup les anglicismes. Les consultants, c'est ça, beaucoup d'anglicismes effectivement pour suivre. Et en tout cas, le poste de PMO, je le vois un peu comme assistant chef de projet dans le sens où c'est beaucoup de planification, de suivi, avoir un dashboard, etc. Donc en fait, le poste PMO, c'est un peu comme un assistant chef de projet. Je te laisse poursuivre. Ouais. En fait, je pense qu'il y a différents niveaux de PMO. Oui. Mais au niveau junior, en tout cas, c'est vraiment ce type de poste-là, de vraiment être en supervision des projets qui existent déjà. Donc, mon job, c'était de fournir des reportings d'état d'avancement, pouvoir créer des supports de comité de pilotage pour pouvoir partager l'état d'avancement en général. Donc, c'est beaucoup de communication au final. Il n'y a pas besoin, en fait, de rentrer dans l'expertise du secteur ou du contenu du projet. Donc, c'est l'avantage. Et c'est là où les compétences en gestion de projet, en méthodo de gestion de projet sont importantes parce qu'il faut être organisé, il faut savoir communiquer. Et en général, il faut avoir quand même une certaine flexibilité, pouvoir s'intégrer et comprendre assez vite comment fonctionnent les choses. Donc, et tu dois toquer à plusieurs portes également, généralement, quand tu fais de la PMO, parce que quelquefois, tu peux être PMO sur un projet, mais généralement, c'est sur des programmes, sur plusieurs projets. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir la capacité de venir et quand même de demander, de collecter des informations. Donc, finalement, c'est vrai que ça te forme aussi un peu à commencer à communiquer avec pas mal d'interlocuteurs. Ouais. Il y a beaucoup de soft skills qui sont requis et dont c'est pas forcément marqué sur le papier, mais quand on démarre le consulting, et surtout sur des missions de PMO où on doit interagir avec beaucoup de personnes, la façon dont on va approcher ces personnes-là va être vraiment déterminant dans la réussite du projet. Donc, c'est vraiment des choses qu'on apprend aussi sur le tas et c'est très intéressant. Ah bah, tout à fait. Et donc, du coup, comment les choses elles ont évolué au fur et à mesure sur ton positionnement? Parce qu'aujourd'hui, tu es product owner dans le digital. Donc, c'est quand même un poste spécifique. Tu as démarré sur un poste plus général qui était PMO. Et donc, du coup, quand tu as démarré dans le conseil, tu étais toujours dans le secteur assurance, banque, assurance, c'est bien ça? Oui. Donc, du coup, comment les choses, elles ont évolué au niveau de ta carrière pour que tu arrives au poste de product owner? Parce que je sais que l'un des revers dans le conseil, c'est que tu peux être cantonné à un poste parce que finalement, tu as l'expérience, tu as l'expertise et tu vas le vendre à plusieurs clients. Donc, le fait de pouvoir pivoter et passer d'un poste à un autre, ça demande quand même un certain cheminement. Donc, du coup, comment ça s'est passé? Alors, après ma première mission de PMO, on m'a trouvé une autre mission de PMO. Ah oui, et encore évidemment. une autre, parce qu'en fait, une fois qu'on a l'expertise sur un sujet, c'est plus facile de nous vendre auprès des clients en disant c'est l'experte dans son sujet de PMO. Maintenant, moi, comme je le disais, je ne voulais pas en fait faire la même chose tout le temps. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi aussi le consulting pour me permettre de voir différents secteurs, différentes manières de faire, différents clients, mais aussi différentes approches. Et je ne voulais pas rester cantonnée à juste la PMO, je fournis les reportings, je fournis la communication et c'est tout. Donc j'avais besoin d'évoluer aussi et de prendre en charge aussi moi des sujets. Donc j'étais un peu frustrée en fait au fur et à mesure de rester un peu en dehors, c'est ça, et de ne pas rentrer vraiment dans le concret. Et comme j'étais toujours attirée par le digital, j'avais repéré ce poste de product owner. Et aussi, ce qui est bien dans le consulting, quand on rentre sur des missions, c'est qu'on peut aussi voir ce que les autres font. Ouais, grappiller des infos, etc. Et donc, leur poser des questions aussi sur leur poste actuel. Et donc, moi, étant en contact régulier avec des product owners, je me suis plus projetée sur ce type de mission. Et donc, j'ai tout fait, en fait, pour avoir par la suite des missions orientées product owner. Mais ça n'a pas été facile. Parce qu'il y a un gap quand même à faire, ce n'est pas les mêmes compétences. En général, pour être product owner, ils te demandent quand même d'avoir une certaine appétence pour le digital ou même l'expertise d'avoir déjà travaillé dedans. C'est une vraie posture qui est demandée. Donc, c'est pouvoir gérer un projet, mais être responsable de son projet. Également être au courant de tout ce qui est agilité. Maintenant, on travaille beaucoup en agile. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment c'est la méthodologie de projet qu'on n'avait pas forcément appris, nous,
à la base quand on était à la fac. Oui. Donc, il a fallu aussi monter en compétences dessus. Tout à fait, parce que nous, la méthodologie de projet qu'on avait, en fait, on nous avait ouvert à plusieurs méthodos projets, donc méthodo agile, Prince 2, etc. Mais c'est vrai que dans le digital, et surtout qu'à l'époque où on étudiait, le digital démarrait, donc on n'avait pas vraiment eu cette expertise-là en études. Et de toute manière, il faut aller sur le terrain pour vraiment développer l'expertise. Mais justement, comment tu dirais que tu as pu grappiller? Parce que souvent, moi, j'ai des gens qui viennent me voir en coaching, qui sont dans un secteur, qui sont cantonnés justement sur un poste et qui veulent évoluer. Moi, personnellement, comment j'ai pu justement évoluer sur les différentes expertises? C'est que j'essayais à chaque nouvelle mission d'être exposée de plus en plus au secteur que je voulais, au sujet que je voulais. Moi, par exemple, je suis passée du secteur bancaire dans la gestion de projet pure, gestion de projet organisationnel. Donc moi, contrairement à toi, je suis rentrée vraiment en fait dans le feu de l'arène parce que j'ai remplacé directement un consultant qui avait 10 ans d'expérience sur un poste d'organisateur bancaire, donc chef de projet en organisation. Donc on gérait vraiment des filiales, des middle office, des back office. Donc j'ai appris dans le dur, mais moi ça m'a quand même aidé finalement à rentrer dans le sujet. Mais de ton côté, justement, passer de PMO à product owner, est-ce que tu as mis en place cette méthodologie-là de, au fur et à mesure, essayer de faire du PMO, mais être de plus en plus exposé à des projets digitaux et être en contact avec des product owners? Oui, sur mes projets en tout cas. Après, on a toujours... on ne va pas forcément décider de nos missions, donc c'est aussi un autre sujet. Ouais. Mais en tout cas, pour les missions qu'on me proposait, si j'avais le choix, je choisissais toujours des missions qui étaient plus en rapport avec le digital, même si ce n'était pas moi qui lidais le projet, en ayant en tête que je vais forcément apprendre d'être auprès des gens en fait, qui lead, eux, le projet. Donc, c'est aussi beaucoup en observant, je trouve, qu'on apprend. Et ça nous permet aussi d'avoir une meilleure appréhension du métier. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, pour faire vraiment le gap et dire « je veux une mission de product owner », là, c'était d'autres skills. Donc, c'était vraiment de la négociation avec le cabinet pour qu'il me fasse confiance et me laisser en fait, gérer moi-même mes projets. Et justement, ce qu'il faut savoir, juste par rapport à ce que Joy vient de dire, c'est que dans le conseil, il y a plusieurs acteurs. Tu as ton cabinet qui te recrute. Et le cabinet, il va être composé de consultants seniors, de consultants confirmés, de managers qui ont de l'expérience dans le consulting. Mais on a aussi d'autres acteurs qui sont très importants, c'est les business managers. Donc, c'est les chargés d'affaires qui, eux, finalement, dans beaucoup de cas, seront des spécialistes, en fait, des commerciaux. Donc, entre eux et vous, il faudra mettre en place une communication pour qu'ils comprennent vos problématiques. Parce que eux, leur objectif, c'est de vendre des missions. Parce qu'un cabinet de conseil, ce n'est pas comme une entreprise classique. Le cabinet de conseil, c'est beaucoup l'organisation un peu à l'américaine où il faut générer du chiffre d'affaires. Parce qu'on propose des solutions aux entreprises, à des entreprises installées, quel que soit le secteur. Nous, dans notre cas, c'était plutôt le secteur banque-assurance. Mais l'idée, c'est de vendre de la mission pour pouvoir faire vivre le cabinet et faire rentrer du chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai que quand quelque chose fonctionne déjà très bien, donc tes PMO, ça fonctionne bien, le business manager aura tendance à te vendre en tant que PMO. Parce que c'est ce qui marche et on va dire c'est la manière la plus facile de conclure des contrats, de valider des appels d'offres, de décrocher des contrats. Et donc, le consultant à son niveau, il faut qu'il soit en mesure de faire passer des messages, de dire, écoute, je veux faire évoluer ma carrière parce que finalement, c'est ce qui est promis au consultant quand il rentre dans un cabinet de conseil. C'est qu'il aura la capacité de faire évoluer sa carrière. Mais dans la réalité, ça peut être compliqué parce que les enjeux se croisent et finalement, les intérêts aussi peuvent être croisés. Donc, c'est pour ça que effectivement, tu as eu, moi, par rapport à l'expérience que j'ai, je sais que tu as dû vraiment faire un peu d'écoute, t'affirmer pour pouvoir finalement évoluer en tant que product owner, ce que je félicite. Je l'ai suivi à mon niveau. Mais c'est vrai que quelquefois, ça va demander de s'affirmer et ce n'est pas toujours facile quand on est rentré en tant que junior. Moi, je sais que l'une des difficultés que j'avais, c'était qu'à chaque fois qu'on me disait « Hélène, on a besoin de toi pour décrocher ce contrat, tu es la seule qui a la compétence », j'avais tendance, en fait, on jouait un peu sur mon côté
sur mon côté sauveur. Et c'est vrai que, voilà, moi, quand on me fait confiance, j'y vais à fond. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je me suis dit, je me suis fait avoir, j'ai pris une mission que je ne voulais pas, ça ne me correspond pas. Mais au fur et à mesure, on apprend à s'affirmer. Très bien, super. En tout cas, franchement, c'est une belle évolution d'être passé de PMO à Product Owner. Et tu nous as expliqué un peu justement le poste de Product Owner. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur juste les conditions de travail et quelles sont les tâches que tu as au quotidien en tant que Product Owner? Alors, Product Owner, donc, comme le nom l'indique, donc on est responsable d'un produit. Donc, en général, c'est un produit digital. Moi, en l'occurrence, c'est souvent des sites web ou des applications mobiles. Et on est responsable de faire évoluer ce produit-là et de vraiment représenter l'utilisateur final. Donc, en fait, on est l'interface entre le métier, donc les personnes qui vont porter ce besoin d'utilisateur final et les équipes qui vont mettre en place ce projet, donc les équipes techniques, pour faire en sorte d'avoir la nouvelle fonctionnalité ou le nouveau design du site ou autre chose. Donc, il faut vraiment être polyglotte dans le sens le plus concret du terme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle parle du métier, c'est qu'il y a des produits au sein d'entreprises, des sites web, des plateformes qui sont développées, mais pour la consommation des professionnels des métiers, donc même pas du client final. Parce que vous pouvez avoir votre site internet, votre plateforme en tant que client d'une banque, par exemple votre banque en ligne, mais même au sein de l'entreprise, les professionnels travaillent sur des plateformes au quotidien. Donc, et c'est eux les clients internes finalement. Même au sein d'une entreprise, on a des clients internes qui sont les gens du métier. Et eux, ils ont des besoins au quotidien pour faire vivre leur activité, leur plateforme, pour être plus performants. Donc, il y a une vie au sein de l'entreprise. Et on a les équipes informatiques qui développent. Et c'est vrai qu'il y a un écart entre ce que les métiers veulent et ce que les informaticiens peuvent faire. Et c'est là qu'un product owner est très important et crucial parce que c'est lui qui va permettre en fait de traduire les besoins métiers auprès des équipes techniques. C'est ça, ouais. Et la différence entre un chef de projet classique digital et un product owner, c'est qu'il a une méthodologie agile, donc qui est vraiment normée, où en fait on doit produire un delivery, donc livrer des nouvelles features, des fonctionnalités en permanence. Donc en général, c'est toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines en fonction des clients. Mais vraiment, on se met en fait en équipe réduite avec les équipes de développement et récupérer les besoins métiers pour pouvoir produire en continu et être sur une logique d'amélioration continue. Donc, ce n'est pas en fait comme le cycle en V classique où on a les besoins métiers qui nous arrivent peut-être en début d'année et on voit le produit fini en fin d'année. Ouais. Là, c'est vraiment itératif. C'est incrémental, oui. Oui, c'est ça. Donc, on va faire plusieurs passes, donc peut-être mettre une fonctionnalité dans les 2 semaines, ensuite lancer une deuxième, puis une troisième, etc. pour à la fin donner quelque chose où normalement tout le monde a vu le cheminement, en fait, les différentes étapes qu'on a pu mettre en place. Ouais, et qu'au final, ils devraient être plus ou moins satisfaits du résultat parce qu'on leur a donné de la visibilité, on a fait des tests, on a validé au fur et à mesure de leurs besoins. Ouais. Et c'est ça qui me plaisait dans le métier de product owner, c'est qu'il y a un côté concret, en fait, où on voit concrètement ce qu'on fait. Donc, on passe du temps avec les équipes et au bout de 2 semaines, peut-être 3 semaines, on voit concrètement ce qu'on a livré et c'est déjà disponible pour les clients, les utilisateurs. Et donc, il y a pas mal de choses à faire à côté de ça. Il y a de la formation, il y a de la communication. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui est quand même assez large en termes de choses que tu fais. Et c'est vrai que ça te permet de changer. Et je pense que les profils comme toi et moi, on aime toucher à beaucoup de choses. Et donc, il y a de la communication, il y a un peu de relations humaines, sociales. Il faut savoir apaiser parce qu'il peut y avoir des frustrations. Parce que finalement, le métier, il a des frustrations parce qu'il y a des fonctionnalités qu'ils n'ont pas. Et il y a des sujets de performance derrière. Et en fait, il y a pas mal d'enjeux qui reposent finalement sur ces types de projets parce qu'il y a de la performance, il y a de la rentabilité. Et il y a pas mal de sujets dans la vie de l'entreprise qui reposent sur ces types de projets-là. Très bien, merci. J'espère que vous comprenez un peu mieux le métier de Product Owner. Peut-être que ça va éveiller des vocations. Et donc, du coup, selon toi, qu'est-ce qui a vraiment déterminé le fait que tu aies été approché et recruté dans ce secteur? Bon, moi, je sais, par rapport à ce que tu m'as dit, je le sais un peu. Mais dis-nous, qu'est-ce qui a déterminé finalement le fait que tu es rentré dans ce secteur?
Alors moi, c'était par hasard. Du coup, comme je n'avais pas planifié d'y rentrer, je pense que, en tout cas à l'époque, et je pense toujours en ce moment, c'est le secteur bancaire, banque, assurance, qui est le plus friand de consultants. En tout cas, voilà, ils ont du budget, on ne va pas se mentir. Et comme j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études en assurance, c'est ça qui a plu en fait au cabinet de conseil. Et en plus du fait que j'ai travaillé pour une entreprise du CAC 40, en fait, c'est quelque chose qui se revend quand même assez bien. Donc, je pense que j'ai pas eu en fait à me battre. C'est vraiment les cabinets qui ont vu le potentiel d'avoir cette expérience-là, parce que la plupart des cabinets travaillent déjà avec les grands noms j'allais dire des cabinets, mais non, des entreprises qui sont dans le bancaire ou dans les grandes entreprises, tout à fait. Oui, donc c'est pour ça que finalement, les stages et les noms des entreprises qu'on a dans le CV peuvent aussi également compter. On a souvent le dilemme quand on finit les études de soit faire une expérience hyper stimulante, par exemple, je ne sais pas, dans une start-up où tu vas apprendre, tu vas faire énormément de choses, et le dilemme de dire, OK, je vais capitaliser sur une entreprise qui a un nom, qui a un positionnement, qui va me permettre d'avancer. Donc ça, c'est un peu le dilemme. Et souvent, quand on va démarrer en start-up, on aura tendance à évoluer en start-up. Après, voilà. On a les avantages qui vont avec, mais il y a des chemins qui permettent d'accéder au conseil. Et toi et moi, étant donné qu'on est issus d'université, on n'est pas issus des grandes écoles, des grandes écoles qui sont renommées, qui font que, en gros, tu rentres directement en stratégie, en conseil. C'est finalement l'expérience professionnelle, les stages qui ont été déterminants pour nous. Donc moi, je pense qu'effectivement, c'est ça qui a fait la différence pour nous, du fait qu'on soit rentré dans le conseil et que, bon, on est quand même minoritaire en tant qu'universitaire dans le conseil, mais ça prouve que c'est possible si on est stratégique dans ses décisions de carrière. J'allais te poser une question sur le syndrome de l'imposteur, mais tu m'en as parlé justement. Tu m'as dit que, effectivement, on ne peut pas échapper au syndrome de l'imposteur quand on démarre dans ce secteur-là, parce que finalement, le propre du consultant, c'est de dire qu'il sait faire les choses, qu'il est capable de faire les choses. Et souvent, c'est vrai que quelquefois, on est un peu dans une position où on se dit, mais est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je vais réussir le challenge ? Et au fur et à mesure, on voit qu'on est en capacité de monter en compétences. On ne sait pas tout, mais on sait qu'on peut apprendre. Et moi, je pense que c'est ça la particularité du consultant. Et c'est vrai que de base, le consultant, c'est censé être un expert. Donc à l'époque, les consultants, c'était des gens qui avaient 20 ans, 30 ans d'expérience et qui après se présentaient en tant que consultants parce qu'ils avaient ce recul-là. Aujourd'hui, c'est plutôt un mindset, c'est plutôt une approche. Donc en gros, tu es consultant parce que tu as une marge de progrès et une marge de montée en compétences qui est peut-être différente. Et en fait, on a une méthodologie d'apprentissage finalement. On n'a pas besoin de connaître les fins fonds de la technicité, mais il faut qu'on puisse comprendre le métier. Et je pense qu'on a développé une capacité finalement à comprendre tout type de métier par rapport à cette expérience-là en tant que consultant. C'est ça. Très bien. Donc là, on va parler un peu des défis que tu as pu rencontrer dans ta carrière en tant que consultant. Et étant donné qu'aujourd'hui, tu as plusieurs années derrière toi, je voulais savoir quels sont les challenges que tu as rencontrés. Et selon toi, parce que tout n'est pas tout rose, bien sûr, quels sont les aspects négatifs du métier vs les aspects positifs ? Alors, c'est selon moi, mon expérience. Je pense que l'aspect positif qui m'a plu dans le métier du conseil, c'est aussi l'aspect négatif. Okay. Donc, il faut juste en être conscient. C'est qu'on ne va pas forcément avoir le choix des missions qu'on va nous proposer. Donc, on va quand même nous demander notre avis. Si vraiment on ne peut pas du tout, par exemple, que c'est trop loin, c'est à 2 heures de chez nous, ça ne correspond pas du tout avec nos compétences, on peut négocier avec le cabinet. Mais en général, si c'est un client qui est dans le secteur qu'on connaît, que le cabinet estime qu'on a les compétences, que ça match, eh ben, on va aller sur la mission. Donc, c'est juste cette flexibilité à avoir. Donc, ce n'est pas tout le monde, en fait, je pense, qui peut faire le métier de consultant. Parce qu'on peut nous dire du jour au lendemain, tu vas travailler pour telle entreprise, sur tel projet. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, il y a des missions qui peuvent durer 2 semaines, comme elles peuvent durer 3 ans. Donc, ça, c'est vraiment variable. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. On est aussi souvent soumis à des stratégies des clients au niveau budgétaire. Donc,
c'est possible que tout s'arrête du jour au lendemain. Donc, on ne peut pas non plus se projeter en fait, sur l'année. On ne peut pas être sûr à 100% de travailler pour ce client-là pendant, je ne sais pas, un an, 2 ans, même si on aimerait avoir une mission longue. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Tout à fait. C'est positif et négatif en même temps. C'est ça. Mais si on aime les challenges, si on aime être dans des situations imprévisibles, que ça ne nous dérange pas, dans ce cas-là, ce n'est pas un obstacle. Mais il faut le savoir. Tout à fait. Et justement, il y a une vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois ou années où je présentais 10 faits sur le secteur du conseil. Et je disais que c'est vrai qu'il faut vraiment être flexible parce que tu peux avoir même une mission géographiquement complètement différente de la précédente. Tu peux avoir une mission en plein Paris, beau quartier, comme tu peux avoir une mission un peu plus loin dans le 78, où on peut te détacher au Luxembourg, parce que c'est vrai que c'est des secteurs où on consomme pas mal de conseils. C'est là-bas qu'il y a beaucoup d'activités dans l'audit. Donc, il faut être flexible de ce côté-là. Donc, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Et il y a le côté relations humaines. Tu peux arriver dans un environnement qui est très open, très friendly, comme tu peux rentrer dans la mission suivante dans un environnement un peu plus austère où tu vas déjeuner seul. Donc, si tu es une personne vraiment routinière, qui apprécie de savoir comment les choses vont se passer, qui a un peu une phobie sociale ou qui n'est pas prêt à s'adapter, ça peut être compliqué parce que ça peut être vraiment deux ambiances, deux ambiances différentes. Et c'est important de pouvoir s'adapter et vraiment de mettre la priorité sur comment ça peut t'enrichir et comment ça peut être un accélérateur de carrière pour toi. D'où, moi, le fait que je dis que le conseil, c'est un accélérateur de carrière pour toutes ces raisons. Le fait que tu dois t'adapter, que tu dois apprendre des nouvelles compétences très rapidement. Donc, effectivement, ça dépend de quel angle on le voit, mais ça peut être positif comme négatif. Et le fait que, entre guillemets, on t'impose jamais à 100%, mais on va fortement t'orienter vers une mission, ça, c'est une réalité. Et c'est quelque chose qu'il faut, il faut savoir naviguer ça, parce que ça peut être compliqué. Et si on est une personne qui est très yes, ça peut être compliqué de maîtriser sa carrière. OK. Et donc, du coup, donc tu dirais que c'est l'aspect négatif et l'aspect positif. Est-ce que tu as d'autres éléments Dans l'aspect positif, je pense que c'est surtout que ça forme beaucoup en fait, le métier de consultant. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas se reposer, nous, sur nos acquis. Donc on est tout le temps en train d'apprendre des nouvelles choses parce qu'on est transféré sur différents projets, un autre client, etc. Et donc moi, je pense que j'ai beaucoup appris en passant d'un client à un autre. Également, normalement, si on est dans une bonne structure vis-à-vis du cabinet, ils nous fournissent aussi des formations qui sont associées. Donc moi, j'ai fait une formation pour être product owner en parallèle. Donc ça, c'est des formations qui sont hyper intéressantes parce que si je devais les payer moi, ce serait trop cher en fait. Et après, dans le positif, c'est qu'on est souvent entouré de personnes qui nous ressemblent, qui sont plutôt jeunes, qui sont dynamiques. Et en fait, on est toujours dans ce mood vraiment, je pense, positif de personnes qui en veulent et qui sont curieuses. Et aussi, souvent, dans les cabinets, ils favorisent aussi beaucoup le social. Donc, toutes les rencontres qu'on peut faire aussi au sein du cabinet, les after-work, c'est quelque chose, ils mettent vraiment beaucoup l'accent dessus. Et moi, c'est ce qui m'avait plu aussi parce que je voulais vraiment avoir la sensation de faire partie en fait, d'une entreprise. Tout à fait. C'est vrai qu'en début de carrière, je pense que nous tous, ça nous a beaucoup attirés. Et c'est vrai que les cabinets de conseil insistent beaucoup sur le côté social, les événements, parce que finalement, comme tu interviens dans une entreprise, tu es détaché. Quelquefois, tu peux être seul. Quelquefois, tu peux être en dispositif, mais c'est rare. Tu te sens un peu seul et tu n'as pas ce sentiment d'appartenance. Donc, c'est vrai que tous les événements autour qui sont mis en place par le cabinet, quelquefois, on a même des séjours à l'extérieur, on a eu des séjours au ski, on a eu des trucs sympas. Ça donne envie et c'est vrai qu'il y a un côté vraiment dynamique, jeune, ça bouge, on croise pas mal de consultants, on échange ensemble, on se partage des tips et il y a aussi quand même, ils essayent de mettre en place un système de référés, qu'on puisse un peu parler avec un consultant qui sera plus senior, qui aura un peu plus d'expérience, qui pourra également faire passer des messages pour toi. Quand tu te retrouves un peu bloqué, que tu veux passer des messages, que tu veux évoluer, à ce moment-là, tu peux t'appuyer sur des référents, des mentors qui peuvent être choisis par le cabinet ou que toi-même, tu peux rencontrer à travers les différents événements.
Et donc ça, c'est vrai que c'est intéressant, surtout quand on démarre en carrière, sa carrière. Et c'est vrai que dans ce cas-là, ça a vraiment une valeur ajoutée de démarrer au sein d'un cabinet. Moi, aujourd'hui, je suis à mon compte, mais c'est vrai que je ne regrette pas le fait d'avoir démarré au sein d'un cabinet parce que ça permet de créer une communauté. Et justement, cette série-là, Consultant Journey, je fais venir des personnes que j'ai rencontrées à travers cette expérience-là. Le fait d'être en cabinet, d'être un peu en mode team building. Donc, effectivement, c'est vrai que ça a un côté positif et avec le recul, c'est des bons souvenirs. Très bien. Est-ce qu'il y a un moment où tu as douté de ton choix de carrière? Et justement, comment tu as fait pour surmonter finalement ces moments de doute? Je dirais que globalement, je me pose beaucoup de questions. Donc, j'aime bien me remettre en question, remettre mes choix de vie en question assez régulièrement, peut-être tous les matins. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Mais pour le choix de carrière, en fait, comme je le disais, j'ai passé 7 ans dans ce cabinet-là. Et en moyenne, j'ai changé tous les ans de client. Donc, au final, j'ai pas eu vraiment le temps de me dire tiens, j'ai passé trop de temps ici, je m'ennuie ou j'aimerais faire autre chose. Parce qu'en fait, que je le veuille ou non, il y a toujours du changement. Donc c'est vrai que pour le choix de carrière, moi, j'aime toujours en fait que ça change. Donc j'ai pas eu forcément ce moment où je me suis dit non, ça me saoule. Donc, et aussi, il faut savoir qu'on peut aussi discuter avec les managers ou le cabinet si jamais on veut changer de mission. C'est quelque chose aussi où ils sont ouverts. Du moment qu'on a fait la période qui était établie au départ, on peut toujours trouver des arrangements. Donc, c'est ça aussi qui est bien. Donc, non, pour l'instant, je dirais que... Et justement, par rapport à cette question, est-ce que tu as envisagé à un moment donné d'être internalisé? Donc le terme internalisé, c'est un peu le fait qu'il y a des consultants. En fait, pour moi, il y a deux trajectoires. On a les consultants qui font une mission, par exemple une mission longue chez un client. Donc chez un client, une grande boîte dans la banque ou autre. Et finalement, ils ont l'opportunité d'être recrutés et d'être des salariés internes à l'entreprise. Donc moi, j'ai vu beaucoup de gens s'internaliser, comme j'ai vu d'autres prendre vraiment la route de l'entrepreneuriat ou rester consultant. Est-ce que toi, à un moment donné, tu as envisagé d'être internalisé en sachant qu'il y a des avantages à être internalisé? C'est des grosses structures. Dans le secteur bancaire, il y a des grandes entreprises où tu as quand même un bon package, c'est-à-dire, en termes de salaire, peut-être que tu vas un peu moins gagner qu'un consultant parce que les consultants sont connus pour avoir des salaires au-dessus, mais tu as la sécurité de l'emploi, ça on connaît. Tu as le fait que tu as pas mal de congés. Tu peux avoir, je ne sais pas combien de semaines de congés, mais tu en as beaucoup plus quand tu es en interne. Donc, il y a un package qui va avec. Donc, souvent, il y a des gens qui sont intéressés à se dire, OK, je vais rentrer en interne, ça sera beaucoup plus tranquille. Je pourrai gérer ma vie de famille, l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut intéresser certaines personnes. Et est-ce que tu l'as envisagé? Ça m'est traversé l'esprit. Je pense comme tout consultant, de se projeter dans une entreprise ou dans une autre. Quand ça se passe bien, surtout, on se dit, peut-être que ça peut être sympa. Mais en fait, moi, je préfère plutôt avoir la liberté de faire un temps sur une mission et ensuite passer à autre chose. Parce que moi, personnellement, ma peur, c'est d'être trop à l'aise dans un environnement. Et en fait, le risque de passer en interne, ensuite, c'est d'être dans son petit confort et de rester pendant plusieurs années sur le même poste. Et il faut savoir aussi que l'aspect hiérarchie, il est plus important quand on est en interne. Tout à fait. Donc, on a vraiment un manager, on a des objectifs tous les ans qu'on revoit. En étant consultant aussi, on a des objectifs, mais en fait, comme on intervient au sein du client, en fait, on a plus une posture externe où on va plus nous écouter pour un avis qu'on a. Tout à fait. Donc, je me sens plus libre, en tout cas en étant consultante, qu'en étant en interne, même si j'en ai jamais fait. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, parce que finalement, c'est vrai que ça peut être attirant à un moment donné de rentrer et d'être interne, mais c'est vrai qu'on va vite rentrer dans les problématiques internes. Donc, quand on est consultant, en fait, on a un recul qu'on n'a pas quand on est interne, parce qu'il y a les petites chamailleries internes, il y a les petits sujets politiques, c'est-à-dire qui sera plus visible que l'autre. Alors que quand tu arrives en tant que consultant, ton focus,
c'est de délivrer du bon travail. C'est de faire les choses correctement et de pouvoir faire réussir le projet et de gagner toi déjà, que ton image en tant que consultant soit positive. Mais c'est vrai que tu ne rentres pas dans les petits soucis internes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis contente d'être en dehors de ça parce que finalement, tu rentres dans la petite routine et finalement, tu t'assois aussi sur tes acquis et ça ne te pousse pas à te challenger. Parce que c'est d'autres problématiques. Ce n'est pas les mêmes problématiques. Je ne remets pas en question les problématiques quand on est interne, mais je me dis finalement, je suis contente de ne pas être dans ces problématiques-là, même si c'est beaucoup plus challengeant quand tu es consultant parce que tu recommences tout le temps à zéro. Ouais, c'est ça. Tu dois toujours te prouver, tu dois toujours... C'est comme si tu étais toujours en période d'essai. C'est ça, ça peut être fatigant mentalement. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Et il y a beaucoup de profils qui justement rentrent en interne, c'est parce qu'ils veulent être posés, ils veulent avoir la gestion de leur emploi du temps, être sûrs d'être... tout le temps au même endroit, pouvoir gérer la famille, etc. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche en qualité de vie. Ok, très bien. J'avais aussi une question sur la place de la femme dans ce secteur. Comment tu vois justement la place de la femme dans le secteur du conseil? Est-ce que tu penses que c'est un métier qui peut être genré ou il y a des particularités quand tu es une femme? Il y a des choses à savoir. Je pense qu'il faut bien choisir son cabinet et son secteur. Moi, j'ai commencé... où je suis tombée dans un environnement qui était largement dominé par des hommes d'un certain âge, donc génération boomer. Et à l'époque, c'était assez courant et même banalisé de faire des blagues, entre guillemets, sexistes auprès des femmes, que ce soit chez le client ou auprès de mon entreprise. Donc en fait, c'était vraiment... c'est un problème général, on va dire, de société. Donc... là où j'ai eu de la chance, c'est de choisir le cabinet où je suis actuellement parce que moi, dans ma tête, j'avais c'était important pour moi d'avoir un cabinet qui soit en parité homme-femme. Et c'est ce qui mettait en avant justement sur leur site. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'avais choisi ça. Et en fait, ça change tout dans l'approche, dans le fait que comme on est en parité, il n'y a pas cette dominance en fait des hommes, même les managers, beaucoup de femmes également. Oui, donc au final, je trouve que en fonction des entreprises où on tombe, c'est là où on va avoir une expérience totalement différente. Mais en tout cas, dans le conseil, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Ouais. Oui, parce qu'on imagine souvent, parce que le conseil, on évolue beaucoup dans le secteur bancaire, assurance, ça fait un peu masculin. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui évoluent dans le secteur. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui se généralise. Moi, aujourd'hui, je suis un peu sortie du secteur banque-assurance il y a quelques années pour rentrer un peu... C'est même pas une question de secteur, mais pour rentrer un peu dans l'informatique, donc sur des métiers informatiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, mais l'approche, il y a quand même aussi pas mal de femmes, de plus en plus, à ma grande surprise. Et c'est vrai que l'approche, elle est beaucoup plus saine dans la façon dont on gère les interactions hommes-femmes. C'est vrai que c'est quelque chose qui a pas mal évolué. Après, je pense qu'il y a une question de période aussi. Nous, on a commencé il y a à peu près 10 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Donc, nous, on est une génération, encore une fois, un peu à la croisée. On va voir beaucoup de choses évoluer. Et on a vu le secteur du conseil dans un état qui était différent de l'état d'aujourd'hui. On en parlera en fin d'interview. Mais effectivement, il y a du progrès de ce côté-là. Très bien. Et est-ce que tu aurais des anecdotes à partager sur ton expérience dans le métier, que ça soit positif ou négatif ou un peu bizarre? Alors, on est toujours confronté à des choses un peu bizarres parce que forcément, on tombe toujours dans des environnements qu'on ne connaît pas. En tant que consultant, en plus, on est amené à travailler sur des sujets où on ne connaît pas le contexte en fait. On ne sait pas forcément les enjeux stratégiques et l'historique de ce qui s'est passé dans l'équipe au moment où on arrive. Tout à fait. Donc c'est vrai que quelquefois, il m'est arrivé en tout cas d'avoir senti une certaine appréhension ou défiance de certaines personnes en interne qui craignaient... pour leur poste, ou alors qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on était là. Parce que pour eux, l'équipe était au complet. Pourquoi rajouter une personne en plus? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc là, en fait, en tant que consultant,
Il y a aussi cette approche humaine où il faut vraiment rassurer, essayer de comprendre, passer beaucoup de temps à la machine à café. Ça, c'est important aussi. Le côté social, tout à fait. Ça, on l'oublie, mais c'est très important pour comprendre aussi les motivations derrière, les peurs derrière. Mais il y a une enquête sociale à faire parce que tu arrives comme une fleur, tu es un peu dans l'innocence, tout est beau, tout est rose, je vais bien faire mon travail. Mais c'est important de connaître le contexte parce que c'est vrai que tu peux arriver dans un environnement un peu hostile avec des personnes hostiles et tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Et en fait, tu peux arriver parce qu'il n'y avait pas les compétences en interne. Tu peux arriver pour régler un problème parce que les process ne sont pas trop bien gérés en interne. Donc, les gens ont la sensation que tu vas venir pointer le doigt sur leur incompétence. Et moi, ça m'est arrivé dans un contexte, et franchement, c'était dur parce qu'on ne nous a pas laissé travailler. Clairement, on a vécu des scènes où on nous claquait la porte, on nous disait « vous ne rentrez pas dans le bureau », c'était compliqué. Et souvent, c'était, moi, dans des organisations un peu traditionnelles, franco-français, pas des entités qui communiquaient à l'international, parce que quand on a des entités qui sont ouvertes au monde, comme dans les banques d'investissement, ils sont un peu à l'américaine parce qu'ils savent. Mais moi, en tout cas, dans mon expérience, quand j'étais dans des services franco-français, pas pour juger la culture française, mais c'est vrai que souvent c'était un peu compliqué, c'était plus hiérarchique, c'était plus politique. Fallait vraiment prendre les formes. Et en fait, c'était pas un management flat. Il fallait toujours prendre les formes pour parler aux gens. Donc c'est vrai que c'est important, au fur et à mesure, de comprendre un peu le contexte de ton arrivée. Parce que ça peut tout changer. Autant, quelquefois, on peut t'attendre un peu comme la solution, tu vois, comme le sauveur. Comme, quelquefois, tu peux arriver, on te dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là quelquefois, tu peux prendre le sujet de quelqu'un qui l'aurait voulu en interne, mais qui n'avait pas les compétences. Donc, c'est vrai que c'est très, très sensible. Mais si tu as les bonnes compétences sociales et un peu de management humain, tu peux finalement renverser un peu la dynamique et que tu montres aux gens que tu es là pour les aider. Et en fait, moi, ce que j'ai aussi constaté, c'est quand tu es en mesure de valoriser les compétences de chacun et de pouvoir les solliciter, qui viennent contribuer. Et en comité, par exemple, en comité de pilotage, pouvoir dire j'ai été aidé par telle personne. Peut-être que ça paraît rien, mais c'est quelque chose qui vraiment est apprécié en interne. Et moi, c'est quelque chose que aussi j'ai développé, ces compétences-là. C'est des soft skills finalement. On ne les apprend pas, mais on finit par les comprendre au fur et à mesure. Tout à fait, ça c'est un bon point. Ok, très bien. Et donc, avant de passer à l'autre partie sur un peu le côté entrepreneuriat, je voulais savoir, qu'est-ce que ce métier t'a appris en matière de personal branding ? Parce que c'est un sujet, le personal branding, qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde un peu corporate. Et je voulais savoir si ça t'a appris quelque chose de ce côté-là. Oui, ça m'a appris. Il faut savoir que quand on démarre une nouvelle mission, on doit convaincre le client de nous prendre pour faire la mission. Donc, en fait, c'est beaucoup d'entretien de pouvoir se vendre. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas inné, forcément. Donc, moi, j'ai beaucoup appris sur la posture de consultant. Comment, en fait, argumenter pour expliquer qu'on est compétent à aller sur la mission. Donc, c'est différent de dire « je suis la meilleure ». Et on ne sait pas forcément tout faire. Donc, en fait, c'est comment est-ce que je fais pour être honnête sur mon parcours, quelles expertises je pense pouvoir apporter et faire comprendre en fait, au client que ça répond en fait, à son besoin. Et je pense qu'en personal branding, pouvoir démontrer ça, c'est très important. Et convaincre la personne qu'on a les compétences, qu'on est fait pour faire le job. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais essentiellement c'était ça. C'est vraiment la mise en avant de la personne parce que c'est quelque chose que je n'avais pas appris, en fait, qu'on ne nous apprend pas dans nos études, mais qui pourtant est crucial parce qu'on peut être un super consultant et ne pas savoir se vendre parce que c'est deux choses différentes. L'aspect commercial, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout sur la fiche de poste. Tout à fait. Donc il faut savoir le faire et si on ne sait pas le faire, on va apprendre à le faire parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est incontournable et pour moi, c'est comme si tu avais un produit mais que tu ne savais pas le vendre. Enfin, du coup, c'est un peu dommage. Donc, et même en termes d'évolution de carrière, c'est vrai que le métier de consultant, il y a un aspect vente.
Au-delà des compétences que tu as, il y a un aspect vente qui est important. Parce que déjà, quand tu vas faire partie d'un cabinet, tu vas vendre le cabinet. Aujourd'hui, on a plusieurs cabinets, tu vas voir les Big Four. On a une image des consultants. On sait, voilà, le consultant de tel cabinet, son profil, tel consultant. Et souvent, en fait, il y avait un Instagram que j'avais, c'est une page Instagram américaine qui s'appelait Consultant Comics ou un truc comme ça, et qui mettait en avant les types de profils de consultants selon les cabinets. Donc, ça te montre qu'il y a vraiment une image de marque que tu dois avancer et les cabinets essayent de développer ça. Donc, déjà, tu vas te vendre en tant que personne, mais en te vendant en tant que personne, tu vends le cabinet. Donc, il y a vraiment un côté savoir valoriser son parcours. Moi, j'en parle beaucoup dans mes vidéos quand je parle d'entretien, quand je parle de développement professionnel et personnel. Il faut savoir valoriser ce que tu as. Peut-être que tu n'as pas tout, mais ce que tu as, il faut savoir le valoriser et il faut savoir créer des liens entre ce que tu as et ce qui est demandé dans la mission. Pour moi, c'est vraiment hyper important dans le métier du conseil. Donc, effectivement, le personal branding, ça devient quelque chose de très important. Tu vas te brander toi en tant que personne et tu vas en même temps, en fait, faire monter ton cabinet. Et même dans le cadre de la vie du cabinet en interne, tu dois te vendre parce que, en fait, l'évolution du consultant salarié, c'est qu'il va montrer de grade, il va être consultant, consultant confirmé, consultant senior, manager. Et demain, il peut monter en tant que partners. Et pour monter en tant que partners, tu dois te vendre en interne aussi. Il faut vendre tes accomplissements, il faut montrer, faut montrer ce que tu fais. Si tu ne montres pas ce que tu fais, tu ne seras pas visible. Et ça, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi j'ai décidé de passer à mon compte parce que je ne voulais pas courir après ça, courir après la reconnaissance perpétuelle d'un cabinet. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où tu dois te vendre et le monde du conseil, finalement, il est petit. Et en performant bien en mission, en étant force de proposition, en ayant toujours un peu l'avis, l'opinion qui va bien, en fait, on va te remarquer. Et c'est comme ça que tu te fais aussi un réseau et que tu peux peut-être passer de mission en mission et décrocher des nouvelles missions. Et c'est vrai que finalement, le personal branding, il est très important de ce côté-là et il le sera de plus en plus. Donc effectivement, consultant, ça rime un peu aussi avec vente. Très bien. Ben, merci pour ce partage. Donc, on va passer à une autre partie et c'est vraiment le pont entre le consulting et l'entrepreneuriat. Moi, je l'ai expliqué pour mon cas personnel et je l'ai dit plusieurs fois sur plusieurs vidéos sur cette chaîne et je pense sur mon podcast, c'est que je pense vraiment que le fait que je sois tombée dans ce secteur du conseil, le fait que j'ai démarré ma carrière dans ce secteur-là, ça m'a facilité en quelque sorte la transition vers l'entrepreneuriat et le fait que je touche à plusieurs choses et que j'ai créé un peu une carrière professionnelle à mon image et que j'ai mis des choses qui m'intéressaient. Parce qu'en fait, par définition, cette carrière, elle te permet en fait d'être très versatile, de ne pas avoir un attachement avec une entreprise. Ce n'est pas une entreprise qui va te définir, mais c'est plutôt tes compétences. Parce que tu n'es pas salarié, donc finalement, c'est tes compétences qui vont parler pour toi. Et que finalement, tu auras plus le désir de en fait, prouver et développer des compétences, prouver que tu as cette valeur ajoutée-là. Et faire du travail de qualité. Et je me dis finalement, c'est les valeurs fondamentales de l'entrepreneuriat. C'est faire du travail de qualité, apporter de la valeur, sans forcément chercher, on va dire, à appartenir à une entreprise. Tu appartiens finalement, c'est ton image à toi que tu développes. Et c'est comme ça que tu le fais aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et donc, je voulais savoir, est-ce que tu as le même avis? Est-ce que de ton côté aussi, tu penses que ça a pu jouer sur le fait de lancer des projets entrepreneuriaux à côté? Je pense que oui, parce que déjà, le fait d'avoir passé un certain nombre d'années dans le consulting, en fait, ça donne confiance en soi. Au début, on n'a pas trop confiance en soi parce qu'on ne sait pas trop comment faire. On est propulsé sur des projets, tout le monde sait déjà la méthodologie, etc. Et au final, au fur et à mesure, on apprend à se faire confiance parce qu'on sait qu'on a développé une méthodologie, qu'on sait la revendre. Et du coup, faire le passage vers l'entrepreneuriat, il est beaucoup plus simple parce qu'on a déjà un bagage derrière. On a déjà des bilans positifs auprès des clients et donc en fait ça booste aussi cette confiance. Tout à fait. Et on apprend aussi à gérer des projets. Donc gérer des projets, c'est pas seulement chez le client, mais c'est aussi nous personnellement comment est-ce qu'on va organiser notre activité. Donc je pense que
ça force à avoir une vision beaucoup plus globale de l'entreprise et pas seulement tiens, j'ai une idée, je vais lancer un truc. Non, en fait, prendre du recul, établir une stratégie, regarder, faire une roadmap, de quoi j'ai besoin, tout l'aspect communication, l'aspect commercial, etc. dont on a parlé. Et l'aspect financier aussi, parce que finalement, quand tu es consultant, tu as une ouverture sur un aspect financier, un aspect chiffre d'affaires que tu n'as pas quand tu es interne. Quand tu es interne, tu fais ton boulot, tu demandes une augmentation. Après, à moins que tu sois sur un poste assez élevé, tu ne gères pas des budgets. Alors que quand tu es consultant, déjà, tu as cette notion de gestion budgétaire qui est différente et cette notion rentabilité également. Il faut que tu sois rentable. Et donc ça, c'est vrai que forcément, tu te dis, bon, c'est quelque chose que tu peux transférer dans l'entrepreneuriat plus facilement. C'est ça, ouais. Et aussi, on est touche à tout. Donc au final, quand on est entrepreneur, on doit s'occuper de à la fois la communication, la compta, donc tout ce qui est chiffres, le relationnel, etc. Et en fait, souvent, une partie des skills dont on a besoin, on le retrouve aussi dans le consulting. Parce qu'on a dû effectivement faire toutes sortes de projets. Moi, j'ai créé des newsletters, j'ai géré des budgets, des fois des choses qui n'ont rien à voir. Okay, ouais, tu fais des visuels, tu fais de tout. C'est ça. Mais du coup, c'est intéressant d'être passé par tout ça parce qu'au final, aujourd'hui, c'est utile, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, justement, quel est ton side business? Alors moi, je fais quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, j'ai commencé à être prof de yoga depuis 2020. Je pense que l'année Covid nous a tous fait réfléchir. On a tous eu le temps de se lancer dans une introspection, réfléchir à ce qu'on voulait faire de nos vies. Ouais. Et moi, ça faisait déjà pas mal de temps que j'avais commencé à faire du yoga, mais juste pour moi, pour pratiquer. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup servi aussi pour gérer les situations de stress en entreprise. Donc, j'avais besoin aussi de me recentrer, donc j'ai pris le yoga. En fin 2020, j'ai fait une formation pour devenir prof de yoga. Et depuis, j'enseigne des cours régulièrement. Mais comme je suis aussi consultante, du coup, je fais ça. Mon activité de yoga se concentre sur le week-end. Et justement, Joy a une chaîne YouTube où justement elle donne des cours de yoga. Et c'est vrai que franchement, moi, je te félicite parce que je trouve ça impressionnant de se lancer dans quelque chose de nouveau à l'âge adulte, de décider d'aller à fond, de le faire pour toi et d'arriver au stade où tu deviens prof. Moi, je me souviens quand tu as démarré, et c'est vrai que c'est du challenge. Le yoga, ça demande déjà un état psychologique, déjà un certain mindset. Ça demande aussi de s'impliquer physiquement. C'est éprouvant physiquement. Donc moi, je trouve ça hyper impressionnant. Et c'est vrai que c'est carrément différent. Mais c'est d'autant plus impressionnant que tu aies décidé d'aller voir quelque chose qui n'a rien à voir. C'est ça. En fait, je pense que j'ai fait exprès de prendre quelque chose qui n'a rien à voir. Justement parce que malgré qu'on change beaucoup de clients, qu'on est toujours amené à faire des nouveaux projets, au final, la méthodologie reste la même en étant consultant. Et en fait, j'avais besoin de faire quelque chose pour moi en fait, et de voir un résultat concret sur les personnes. Et comme je suis très tournée sur l'humain, sur le bien-être, en fait, le yoga, la transmission du yoga, pour moi, c'était quelque chose qui était nécessaire de faire et qui n'a aucun rapport avec le consulting. Mais du coup, j'ai vraiment ce sentiment de fierté de me dire, voilà, au bout d'une heure de classe, je vois en fait le sourire en fait, sur le visage des élèves. Et ça, en fait, c'est une gratification qu'on ne peut pas quantifier, mais qui est là et qui, pour moi, qui m'apporte quelque chose parce que c'est mon projet passion. En fait. Et c'est concret. Et c'est vrai que la recherche de concret aussi, je pense qu'il y en a beaucoup et justement les consultants qui viendront au fur et à mesure sur cette série, on verra qu'ils sont sur des business qui n'ont rien à voir ou vraiment très concrets, palpables. Moi, de mon côté également, le constat, c'était que c'est vrai que dans le consulting, on se donne beaucoup, mais il y a des paramètres qu'on ne contrôle pas. Il y a des paramètres budgétaires. Du jour au lendemain, le projet peut s'arrêter alors que tu étais impliqué. Et on est sur du cloud, on est sur du digital. Donc, on fait évoluer des plateformes, mais on ne sauve pas des vies, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de développer du coaching individuel. Et là, je touche à des activités qui sont de la construction. Donc, tu vas donner un toit à quelqu'un et la personne sera contente et ça sera matérialisé. Et donc, c'est vrai que ça peut créer un équilibre de se dire, OK, je vais aller dans une activité qui est beaucoup plus concrète. Donc, je comprends totalement ton sentiment. Et justement, aujourd'hui,
comment tu gères ces deux activités en sachant que justement tout ce cheminement-là de devenir prof de yoga, tu l'as fait en parallèle de ta carrière. Donc quelle implication ça a nécessité et comment ça se passe au quotidien de gérer ces deux activités? Je pense que dans un premier temps, ça m'a aidé d'être salariée, d'avoir un revenu. Donc il ne faut pas oublier que voilà, souvent beaucoup de personnes, quand ils pensent à l'entrepreneuriat, ils veulent direct se lancer dedans. Mais en fait, ça demande un coût, à la fois du temps, mais aussi de l'argent. Et moi, j'avais besoin de faire des formations pour pouvoir devenir prof de yoga. Donc, j'en ai fait plusieurs. Et le fait d'avoir une source de revenus régulière, ça m'a permis aussi, moi, de mettre de côté petit à petit pour pouvoir prendre le temps après de faire ces formations-là. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, sur le point de vue de l'organisation, bien sûr, il y a des sacrifices qu'il va falloir faire. Donc, moi, j'ai dû aussi prendre des congés exprès pour ça. Et ensuite, c'est les week-ends. Par contre, je ne touche pas aux soirées parce que je pense que c'est important d'avoir quand même un équilibre. Sinon, on finit vite en burn-out. Ouais, parce que tu fais beaucoup de choses. Franchement, moi, je te vois comment tu jongles entre les deux. Non, mais c'est impressionnant. Autant, moi, je fais beaucoup de choses, mais quand tu vois aussi l'aspect physique qui est impliqué, moi, franchement, voilà. Mais c'est pour ça aussi que je me mets aussi, moi, des limites. Donc, pour le moment, j'enseigne un cours par semaine. Des fois, je peux donner aussi des remplacements. Mais je limite beaucoup. Pareil pour les vidéos YouTube, j'en fais... bon là, j'ai arrêté un petit peu, il faut que je reprenne, mais je faisais une fois par semaine. Donc ça, c'est le challenge. On a tous ce challenge-là d'être régulier sur YouTube. Oui, c'est ça. Mais je pense que voilà, c'est une question d'organisation et le fait d'avoir été consultant, ça amène une certaine discipline aussi, de savoir se cadrer soi-même en fait. Tout à fait. C'est vrai que tu dois être flexible, ça t'apprend à être flexible parce que voilà, tu fais beaucoup de choses à la fois. Et même quand on est consultant, on sait très bien qu'on est dans un mindset très, très cost efficient. Dans le sens où même quand on a des événements, nos événements, c'est toujours après le boulot. Lorsqu'on avait des voyages corporate, des voyages de team building, on nous a toujours fait ça, par exemple, les week-ends. Donc, on a toujours appris à jongler, à mettre la priorité sur la mission, c'est-à-dire la satisfaction du client. Et après, tout ce qu'on fait, même les travaux, parce qu'il y a des travaux en interne dans le cadre des cabinets, on développe le cabinet, on développe des offres, on fait de la recherche aussi dans le conseil, parce que en fait, comme c'est un secteur où on doit toujours être un peu en avance, un peu avant-gardiste, il faut qu'on teste des choses, des nouveaux concepts, des nouvelles offres, ce qui se fait sur le marché. Et donc, c'est des choses qu'on fait en dehors de notre mission. Donc, ça nous pousse, encore une fois, à être entrepreneur dans l'âme parce qu'on nous dit, OK, il faut mobiliser du temps au-delà de ta mission. Donc, tu n'as plus cette notion-là de quand tu es salarié, écoute, je fais mes horaires et basta. Je fais mes horaires, non, mais pourquoi on m'en demande plus? Là, on sait que quand on nous prend en entretien, on nous dit que tu vas participer activement au développement du cabinet. Donc, on se retrouve à nous passer des entretiens. Quand on arrive à une certaine seniorité, c'est nous qui passons des entretiens avec des jeunes consultants, plus jeunes que nous. Et c'est nous qui donnons des inputs pour dire, oui, lui, il a l'ADN du consultant, il a le mindset du consultant. Et une anecdote, moi, j'ai été recrutée par rapport à mon stage de fin d'études parce que j'avais fait un stage aussi dans une grande boîte, une grande banque de la place, mais il y avait un élément mindset. Et justement, la business manager qui m'a pris, elle m'a dit, en fait, tu avais le mindset consultant, quoi. Tu avais le mindset du cabinet parce que je lui ai dit les choses que je voulais faire, parce que je suis curieuse, je vais être ouverte, je veux savoir comment les choses fonctionnent. Et c'est vrai que c'est des éléments qui sont, en fait, fondamentalement des éléments de l'entrepreneur. Très bien. Donc, du coup, on va arriver au fur et à mesure à la fin de notre interview qui est passionnante. On pourrait parler encore pendant des heures. Mais là, je voudrais en fait qu'on partage un peu pour des aspirants consultants, des conseils et un peu qu'on s'ouvre un peu sur l'avenir. Donc, je voudrais savoir quels conseils tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le conseil aujourd'hui. Et sur comment se vendre, des petites anecdotes. Ok. Ça va dépendre de où vous en êtes en fait dans votre vie. Donc si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle, je conseille quand même de viser les entreprises qui sont renommées. C'est pas forcément facile à faire, mais si vous pouvez au moins essayer, ce serait un premier conseil. Donc essayer de faire un stage ou une alternance d'entreprises qui sont connues. Donc ça va aider ensuite pour pouvoir se revendre après via des cabinets de conseil.
Et ensuite, une fois qu'on se met vraiment en recherche du cabinet, ne pas hésiter en fait à déjà faire plein d'entretiens. Donc, mettre son CV en ligne. N'hésitez pas aussi à appeler non seulement les RH, mais les consultants qui sont déjà en poste là-bas pour savoir en fait comment ça se passe en interne. Et souvent, en fait, ils sont très intéressés parce que si jamais ça match et qu'ils voient que votre profil aussi correspond, ils peuvent aussi vous coopter. Et donc ça, c'est quelque chose... Moi, on ne m'avait pas parlé de ça à l'époque. Donc, si j'avais su, en fait, j'aurais tenté ma chance pour approcher directement les consultants. Parce qu'eux aussi, ils ont un intérêt derrière. C'est que si vous êtes embauché par le cabinet dans lequel ils travaillent, ils touchent aussi c'est ça. Une compensation. Si tu as recommandé un profil et qu'il a été recruté, qu'il a matché, qu'il a généré une mission, bah forcément, tu peux avoir une prime de cooptation. Et au fur et à mesure, quand tu vas prendre de la seniorité, si tu fais rentrer un consultant, tu peux avoir un pourcentage de son chiffre d'affaires. Donc, encore une fois, c'est vraiment un mindset très entrepreneurial où tu peux faire évoluer et gonfler ton revenu. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et moi, j'aurais dû aussi connaître la cooptation parce que Joy a rejoint. Moi, je suis rentrée en fait dans le groupe avant Joy, quand j'étais salariée, et Joy l'a rejoint. Elle était quand même dans ma classe et je ne l'ai pas cooptée. Je n'ai pas gagné 1 centime, mais quelle perte. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter à contacter des consultants parce qu'eux-mêmes, en fait, le recrutement, ce n'est pas direct toujours par un RH. Donc, il faut être proactif, surtout que maintenant, on a des outils comme LinkedIn. On peut aller consulter directement, écrire un message. Et en fait, il ne faut pas hésiter à tenter. Le pire, ce sera qu'on ne vous réponde pas. Et encore, ça, ce n'est pas grave. Et une personne même qui ne te répond pas aujourd'hui, elle peut te répondre dans quelques mois. Donc, c'est important d'être proactif de ce côté-là. Également, le sujet salaire, parce que moi, je me suis fait avoir. C'est important aussi de se renseigner sur les salaires, sur les conditions, également avant d'aller en entretien, pour éviter de faire une mauvaise négo. Oui, tout à fait. Moi, c'est pour ça que je disais aussi, passer par plusieurs entretiens pour pouvoir comparer aussi ce que les cabinets proposent. Donc, pas se jeter tout de suite sur la première offre qui vient, mais vraiment essayer de comparer. Ouais. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en tant que consultant, vous apportez de la valeur. C'est vos compétences qui sont vendues, donc il faut savoir se valoriser aussi en tant que consultant. Et justement, mettre un peu le syndrome de l'imposteur de côté et comprendre vraiment les mathématiques derrière ce métier. Donc, parlons des perspectives d'avenir. Moi, j'ai constaté que le métier a pas mal changé ces dernières années entre quand on a démarré et maintenant, surtout avec la crise sanitaire qui a mis un coup de pied dans la fourmilière un peu et qui a un peu redistribué les cartes. Et je trouve qu'il y a eu un changement de dynamique, de pouvoir, plus ou moins, entre consultants, clients. Avant, c'était le client qui était un peu roi. On faisait tout pour satisfaire le client, même à la limite du toxique, on acceptait certaines choses. Et justement, je voulais te demander si tu as constaté la même chose et comment tu vois l'avenir du conseil et quels défis et opportunités tu vois dans l'avenir. Ouais. Donc là, on se projette un peu. Ouais. C'est vrai que je pense que le métier de consultant, parfois, il peut être un peu ingrat, dans le sens où on nous projette sur des missions et on doit répondre forcément aux besoins clients. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'on est là pour aider le client, mais également on apporte une expertise et nous-mêmes, on a notre propre mot à dire en fait, sur comment les choses doivent se passer. Donc, il y a aussi une phase de négociation avec le client pour définir un peu nos conditions de travail, etc. Donc ça, je pense qu'on l'oublie, on peut l'oublier en tout cas quand on commence à travailler dans ce secteur-là. Sur la question du comment est-ce que ça évolue, en tout cas ce que j'ai vu, c'est que le consultant il est de plus en plus indépendant. Donc même s'il travaille au sein d'une société, il a quand même cette posture de... Je prends en compte ce que je vois chez le client, je donne mes recommandations, mais je ne fais pas forcément partie de l'équipe. Et ça se traduit généralement aussi, quand on a de l'expérience, par des consultants qui veulent aussi être, eux, à leur compte, donc en indépendant. Et moi, j'ai vu de plus en plus des jeunes consultants qui se mettaient directement aussi à leur compte, donc en commençant leur carrière, en étant indépendant. Ouais, ça, c'est impressionnant. Ouais. Et ça, c'est la génération Z. Hein. J'aurais beaucoup de choses à dire sur la génération Z, mais c'est vrai qu'ils viennent avec leur façon de voir les choses. Ils osent
nous, on a un peu plus osé que la génération d'avant, mais on s'est mis un peu au milieu. Et moi, je suis passée freelance il y a quelques années, mais je ne pense pas que j'aurais eu la capacité de me mettre sur le marché en freelance parce que j'estime qu'il y a toujours quelque chose à gagner en étant au sein d'une structure, en devant un peu se plier, entre guillemets, aux règles, mais en voyant ce qu'on aime de ce qu'on aime moins. Et c'est vrai que nous, à l'époque, les freelances, ils avaient 30 ans d'expérience. On nous disait, non, mais il ne faut pas rêver, tu ne peux pas te lancer en freelance. Bon, moi, je l'ai fait au bout de quelques années d'expérience, donc j'ai un peu bougé les choses. Donc, j'ai fait un peu, on va dire, je suis un peu sortie du cadre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait des tout jeunes qui se lancent en freelance, ça traduit un changement de mentalité. Après, pour moi, ça a double tranchant. Ça peut être intéressant pendant un moment. Après, est-ce que tu peux faire toute une carrière en freelance quand tu viens juste de démarrer? Est-ce qu'il ne va pas te manquer des codes? Ça, c'est la question qu'on se pose. Je ne condamne pas forcément, mais je dis que moi, à titre personnel, je ne pense pas que j'aurais eu cette capacité-là, cette confiance-là de me dire je me mets en freelance et voilà, je te dis une facture. En fait, je n'aurais même pas connu, moi, ma valeur sur le marché. Mais c'est vrai qu'avec la nouvelle génération, voilà, eux, ils n'ont pas peur de se dire OK, on va se lancer en freelance et on va voir ce que ça donne. Donc, effectivement, il y a beaucoup de changements. Moi aussi, je le vois, le changement à travers déjà le télétravail. Nous, quand on était consultants, on était très micromanagés. Il y avait un peu ce côté, il faut qu'on suive, il faut qu'on sache ce que nos consultants font. Il y a aussi une petite stigmatisation du consultant dans le sens où, c'est pas comme si on nous voyait comme une machine à fric, mais dans le sens où on sait qu'on est facturé à la journée. Donc, on va dire, on coûte plus cher qu'un interne. Donc, c'est vrai que les internes peuvent te regarder en mode, ouais, tu es un consultant, tu fais du fric et voilà. Et donc là, il y a un peu une normalisation de cet aspect-là qui existe toujours. Mais voilà, il y avait cette stigmatisation-là un peu, je dis pas que cette défiance, mais en mode, voilà, vous gagnez mieux votre vie que nous, vous venez pour, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui évoluent, ça se normalise un peu plus. Et au fur et à mesure, je pense que le consultant est plus valorisé et on évolue vers peut-être, en fait, un métier, le métier de consultant comme étant un métier classique. Il y aura beaucoup plus de prestations de services que de salariat parce que les gens, en fait, l'attractivité du salariat est différente, du CDI en interne, du moins. Oui, je suis d'accord aussi. Ok, bah très bien. Moi, je pense que de toute manière, toi et moi, on est d'accord sur pas mal de points parce qu'il y a pas mal de similitudes entre nos parcours. Mais on va conclure l'entretien ici. On a parlé de pas mal de sujets. Merci beaucoup, Joy, d'avoir partagé ton expérience avec nous et de nous avoir fait l'honneur de lancer cette série qui, j'espère, aura de beaux jours devant elle. Si vous avez apprécié cette série, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si vous en avez la possibilité, à partager avec des personnes qui pourraient être intéressées sur cette thématique. Et on va venir avec pas mal d'intervenants et de sujets intéressants autour du consulting. En tout cas, si vous êtes intéressé par le yoga, n'hésitez pas à aller suivre Joy sur sa page Instagram, mais également sur sa chaîne YouTube, parce que je pense que ça peut être très intéressant de justement jongler avec sa vie professionnelle, mais en ayant la possibilité d'avoir des moments de détente avec le yoga. Et Joy, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Des surprises. Voilà, continuer en fait, moi, à travailler sur le yoga, pouvoir toucher beaucoup plus de personnes, tout en maintenant ma qualité de vie. Donc voilà, pour l'instant, les deux activités me conviennent très bien en même temps. Et c'est ce que j'aimerais continuer à faire pour cette année. Ok, ben on verra bien comment les choses évoluent, ce que l'avenir te réserve. Et qui sait, peut-être que tu reviendras prochainement sur la série pour nous donner des nouvelles. Avec plaisir. Merci beaucoup, Joy. Merci, Hélène. À bientôt. Ciao. Cheers.